Bonjour tout le monde et bienvenue à Urgence économique. Comme vous le savez, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Sachez qu'il en va de même pour la géopolitique et la géoéconomie. Ainsi, vu les changements contemporains que l'on voit à l'échelle planétaire, le mouvement des plaques tectoniques et géopolitiques, on est en droit de se poser des questions concernant le devenir du Maroc. Comment doit-il penser ou repenser son économie à l'aune de la multipolarisation du monde à laquelle on assiste actuellement? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un éminent spécialiste dans ce domaine, le professeur et chercheur en sciences économiques, Fouad Ammar. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Merci de l'invitation. C'est avec plaisir que je participe avec vous dans cette rencontre pour discuter des choses et d'autres qui concernent le Maroc, mais aussi, bien sûr, le Maroc n'est pas un îlot isolé, il s'insère dans le concert des nations et bien sûr, il a des attentes, des contraintes et aussi des ambitions. Tout à fait, qu'on va essayer d'analyser dans le détail. Et je vous remercie également infiniment d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, vous venez d'éditer un livre autour duquel va s'articuler notre échange aujourd'hui, qui s'intitule « Va-t-on vers la désoccidentalisation et la fin du néocolonialisme » paru dans les éditions Afrique-Orient. Donc je vous montre le livre que je vais mettre en descriptif pour ceux qui voudraient le lire ou l'acheter, et que j'ai eu énormément de plaisir à lire parce qu'il est très bien écrit, et la plume est extrêmement importante parce que c'est ce qui donne envie ou pas de lire un livre, et puis le contenu est éminemment intéressant. Alors avant d'aborder notre plan et les chapitres que l'on va évoquer, j'aimerais déjà m'attarder sur le titre. Parce que le terme désoccidentalisation et néocolonialisme est souvent galvaudé, utilisé à tort et à travers. Alors qu'est-ce que vous entendez par ces deux dynamiques-là? C'est vrai, vous avez raison, désoccidentalisation n'est pas un terme très courant, même s'il est quelque part galvaudé, pas véritablement, par plutôt, c'est un peu la traduction de «de-westernization», westernization, ou l'anti-occidentalisation. Mais la désoccidentalisation, c'est en fait un terme qui ferait son petit bonhomme de chemin pour dire quelque chose de simple, c'est que l'Occident est aujourd'hui, plus que jamais, l'objet de critiques qui fusent de toutes parts et qui montre un petit peu les limites de ce narratif qu'on appelle Occident. À ce niveau-là, il est peut-être rappelé que ce qu'on entend par Occident, c'est à la fois une réalité, une fiction. C'est à la fois une autoproclamation, mais aussi un certain nombre de messages. C'est aussi une formation discursive à l'égard du reste du monde dans le cadre de ce qu'on peut appeler un discours messianique. C'est tout cela qui, aujourd'hui, est l'objet de critiques, de commentaires d'ici et là. Et peut-être que... Et même de remise en cause, comme on va le voir dans votre livre, quand vous parlez de l'Eurasie, c'est vraiment une proposition, la proposition d'une alternative à l'Occident. Effectivement, et ça c'est un courant, j'appelle ça un des déterminants, et non des moindres de la désoccidentalisation. Peut-être qu'il est nécessaire peut-être de faire un flashback sur un peu l'Occident, comment il a pris forme, parce qu'aujourd'hui, cet Occident a une histoire, un contexte, une évolution aussi. L'Occident d'avant les grandes découvertes, la découverte des Amériques, c'est pas l'Occident d'après, c'est pas l'Occident de la philosophie des Lumières, c'est pas l'Occident de l'après-guerre froide. À chaque fois, l'Occident change, disons, de forme, mais jamais de contenu. Il est toujours lui-même par rapport à cette manière un peu hautaine de voir les autres, ce qu'on peut appeler ce messianisme qui reste prégnant, quelles que soient les périodes, etc. Et aussi un Occident qui a une propre, qui forge, qui développe, qui perfectionne son identité, bien, toujours aux dépens des autres. Et c'est ça ce qui fait. Par exemple, si on prend ces principales étapes dans la constitution de cet Occident, on peut remarquer d'abord, avant la découverte des Amériques, que ce soit
c'est un Occident qui périclitait pendant 1000 ans, depuis la chute de Rome jusqu'au 15e, 16e siècle. C'est un Occident qui vivait un peu replié sur lui-même, dans le cadre d'une féodalité ou d'un mode de production féodal, où effectivement le commerce était le commerce ne dépassait pas certaines limites, la productivité du travail restait très limitée, la seigneurie, etc. Et pendant cette période-là, bien sûr, il y a eu une civilisation très avancée, la civilisation musulmane, qu'on oublie de mentionner, du 8e au 12e siècle. Cette culture musulmane était très importante. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que au fil du temps, il y a eu la découverte, il y a eu la réforme au sein de l'Église catholique, etc. Et puis la découverte. Et c'était par un concours de circonstances très particulier. Voilà un Christophe Colomb qui, dans l'ère du temps, le monde, la Terre commençait à être représentée comme un globe, comme à forme sphérique. Et puis il a eu l'idée de contourner la Terre pour aller rejoindre les Indes. Pourquoi? Parce que il faut rappeler aussi, dans ce sens-là, une date très importante, 1457. C'est le moment où l'Empire ottoman commençait à maîtriser la Méditerranée, les grandes voies de commerce à l'époque. Donc, à chaque fois que les courants de pensée passaient par là, bon, ils doivent payer une dîme, etc. Et on a voulu justement contourner ça pour payer moins d'impôts au profit de l'Empire ottoman. Et Christophe Colomb, qui a réussi à avoir un financement de la part d'Élisabeth la catholique, et puis il est allé. C'est un voyage qui a duré à peu près, selon les historiens, 36 jours, etc. Et puis voilà, on se trouve devant les Caraïbes et la côte brésilienne. On croyait à l'époque qu'on était bien sûr en Inde. Et puis de fil à aiguille, bon, ce moment était un tournant historique fondamental parce que, voilà, une demi-douzaine de pays, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, le Royaume-Uni, puis la France, etc., Pays-Bas, et une demi-douzaine de pays commencent à tirer profit de tout un continent. Et c'est vrai, l'afflux des métaux précieux a inondé l'Europe. Inondé l'Europe et a provoqué un tournant au niveau des process de production, au niveau des moyens de production, au niveau de la richesse, etc. Et certains pays, par exemple l'Espagne, qui était derrière ça, n'a pas réussi à profiter de cet afflux de métaux précieux. Pourquoi? Parce que on avait Au contraire, elle s'est appauvrie. Oui, c'est appauvri par la suite, parce que... L'inflation... Exactement, parce que pour deux choses. D'abord parce que l'aristocratie, l'aristocratie à l'époque était très mondaine, omnubilée par ces modes de consommation. Et cette aristocratie a laissé peu de place aux tsoudjars, aux marchands, etc. Et du coup... tout le surplus économique a été utilisé dans la consommation. Et puis, après, deuxième chose très importante, le travail était mal vu. Le travail, etc. Bon, on avait hérité d'une conception du travail. On faisait même, l'Espagne faisait même venir les travailleurs de France à l'époque pour travailler, etc. Du coup, ce qui s'est passé pour l'Angleterre d'abord, parce que c'est elle qui a tiré le maximum de profit de cette découverte, c'est qu'une partie de ce surplus, de ces métaux précieux, a intégré la sphère productive. Et du coup, c'est ce qui a préparé l'avènement de la révolution industrielle. Donc, et du coup, pendant cette période-là, le commerce, les métaux précieux qui étaient le signe de la richesse, ces métaux précieux commencent à changer de signification pour que, dorénavant, que la production soit celle qui, montre un peu la richesse plutôt que le commerce, plutôt qu'avoir une balance commerciale excédentaire, etc. Tout cela, ce changement aussi, et d'ailleurs qui a été théorisé par la suite par Adam Smith, etc., qui place le curseur vers la production, parce que la production, l'appareil productif, c'est
une sphère pérenne par rapport à un commerce extérieur qui est versatile, qui peut changer du jour au lendemain, etc. C'est le monde protestant de l'Europe du Nord qui a su le mieux capitaliser Exactement, exactement. Et depuis, sur le plan cognitif, on est passé d'une vision du monde circulaire, répétitive, l'éternel retour, à une vision plus rectiligne, plus, disons, linéaire, et toute la philosophie des Lumières et toute disons, la production intellectuelle européenne est basée sur ça, basée sur le fait de montrer que l'humanité évolue, l'humanité dans, disons, bien sûr une humanité à géométrie variable, nous y reviendrons plus tard à cela, mais surtout que on est passé d'une société traditionnelle, etc., à une société moderne. Et cette vision des choses est celle-là même qui a présidé à la production intellectuelle de Max Weber, par la suite Durkheim, tout le reste, Auguste Comte, Saint-Simon, etc. Tout ce monde-là, même Marx montre un peu cette vision rectiligne des modes de production en taxant le mode de production asiatique, le mode de production statique par rapport à une dynamique, etc. Et dans un certain sens, il était aussi, le marxisme est aussi dans cette mouvance cognitive de l'époque et n'a jamais été une coupure épistémologique par rapport à tout cela. Donc c'est ça le noyau dur de l'Occident. C'est la révolution industrielle, cette philosophie des Lumières, et avec cette philosophie des Lumières, c'est une approche de l'homme, parce que la machine, les entreprises ont besoin d'un homme libéré d'avec ses moyens de production, mais libéré aussi de son appartenance ethnique ou communautaire, etc. On veut un homme qui travaille et qui gonfle ce que l'autre appelle l'armée de réserve industrielle. C'est dans cette mouvance que l'individualisme, la liberté, etc. s'expliquent. Bien sûr, il y a toujours... Et il ne faut pas tomber aussi dans le déterminisme matériel, mais aussi c'est la conjugaison par rapport à une évolution aussi au niveau de la pensée, la critique de l'Église, la critique de la séparation du spirituel, du temporel. Et tout cela, pourquoi? Parce que la réforme de l'Église est la conséquence simple d'une Église qui commençait, bien sûr, à se comporter contre l'intérêt de la grande masse de la population, etc., et pour servir le prince. Donc la critique, et puis une Église qui gardait jalousement le savoir, et puis il y a maintenant... D'ailleurs, ça a été bien démontré dans le film de Sean Connery et le livre à partir de Umberto Eco, la pendule de Foucault, qui montre que l'Église gardait le savoir d'une manière très forte pour que ce savoir ne sorte, etc. Mériterait effectivement une émission à part, effectivement, tout le soubassement religieux de la réforme. Oui. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, l'Occident a une trajectoire qui lui est propre et qu'il a érigée en universel et comme destinée pour tous les autres peuples. Dans sa trajectoire, il a connu un saut qualitatif qui lui a permis de changer d'échelle de réflexion. Et donc la réflexion n'est plus juste continentale, féodale, etc., mais elle devient planétaire. Et donc les valeurs occidentales vont être érigées en valeurs universelles pour toute l'humanité. Et tous les peuples ont dû subir cette modernisation forcée par différents moyens, l'épopée coloniale, etc. Aujourd'hui, on assiste à un début de déclin de ce monde occidental. D'où le fait que l'on parle de désoccidentalisation, c'est dont on ne pouvait pas parler peut-être il y a quelques dizaines d'années, il y a 40 ans ou il y a 50 ans, où tous les champs politiques, autant de gauche ou de droite, se définissaient comme étant progressistes, etc. Donc, le Maroc est-il également l'objet d'une dynamique de désoccidentalisation? Et l'amène-t-il de manière active, à votre avis? Oui, avant de répondre à cette question axée sur le Maroc, encore faut-il rappeler que l'Occident, tout au long de l'histoire, a été l'objet de critiques plus ou moins acerbes, plus ou moins dures, plus ou moins étayées, etc. L'un des moments forts, c'est l'école de Francfort des années 30, avec Horkheimer, Adorno,
aujourd'hui à Habermas. Habermas qui dépasse la Mais c'est des centaine. critiques internes. C'est des critiques l'Occident internes, qui oui. fait son autocritique. Exactement. Mais là, c'est différent. Là, c'est Oui, une oui, critique bien sûr. exogène, extérieure. Oui, exactement. Mais les deux choses sont intimement liées. Il faut passer par montrer un peu les limites intrinsèques à ce paradigme, mais en même temps, progressivement, cette critique commence à atteindre les fondements même de l'Occident. Et on est, je crois aujourd'hui, on est dans cette configuration, c'est-à-dire on passe d'une critique interne, on montre que l'Occident doit faire ceci, par exemple, changer le rapport au reste du monde, et que disons que l'indépendance qui était davantage de forme devient une indépendance de fond, etc. Mais toujours dans cette configuration par rapport à ce benchmark. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de critiques et qui ne remettent pas en cause justement l'importance des réalisations de l'Occident, surtout sur le plan matériel. Maintenant, la critique fondamentale adressée à l'Occident relève du monde axiologique. C'est toute la dimension de cette représentation de ces valeurs et principes qui sont toujours, il faut le rappeler, ont toujours été sacrifiés sur l'autel des intérêts de cet Occident partout, tout le long de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il y a, oui, bien sûr, tout le long de l'histoire, un Occident qui doit être analysé à la fois dans sa sphère interne, où il y a une certaine cohérence, effectivement, avec des mécanismes de régulation interne de la démocratie, etc., etc. Mais quand il s'agit du reste du monde, l'Occident change complètement, devient autre chose. C'est le réalisme, le néoréalisme, c'est-à-dire la force et la puissance qui prend le dessus sur tout ce qui se dit aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui, on l'a vu avec le 11 septembre 2001, on le voit aujourd'hui avec le 7 octobre, etc. Et comment l'Occident refuse. L'autre pensée, c'est la pensée unique, c'est un seul plan, de l'Ukraine aussi, avec l'Afghanistan, etc. C'est toujours une pensée et on le voit aujourd'hui sur les plateaux de télé, le commentaire des événements du 7 octobre. C'est la dictature de la pensée unique. Oui, exactement, il y a une pensée unique, etc. Maintenant, alors le Maroc... Mais est-ce qu'au Maroc, on en a conscience? Oui, le Maroc, je crois que... Alors là, pour répondre à cela... À votre question, je rappelle l'autre déterminant de la désoccidentalisation, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme ou ce que j'appelle le néo-panafricanisme. Effectivement, il y a eu différentes phases. Exactement. L'Afrique est en train aujourd'hui de vivre un moment extraordinaire. Extraordinaire. À chaque fois que j'ai l'occasion de participer à des colloques ou des rencontres dans les universités et autres africaines, je suis toujours surpris de voir à quel point la critique venant de jeunes chercheurs et ce qui est nouveau venant aujourd'hui des décideurs politiques, des policy makers. Aujourd'hui, pourquoi l'Afrique? L'Afrique, d'abord, il commence à avoir une masse critique de jeunes très au fait des choses, avec des aspirations d'un avenir, d'un devenir meilleur, etc. On connaît, il y a une jeunesse caractérisée par ce qu'on peut appeler la glocalisation, c'est-à-dire à la fois elle est africaine, mais au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième chose, grâce à ces réseaux sociaux, etc., on commence à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit juste d'ouvrir, de fonctionner son smartphone pour voir un peu, pour être plus ou moins au courant de ce qui se passe. Mais ce qui est nouveau, c'est ce que je démontre, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à une nouvelle génération de politiques et de militaires aussi, de jeunes militaires qui n'ont pas été formés dans l'école française ou l'école occidentale, etc. Ils ont été formés en partie au Maroc et ailleurs. Qui est un peu, je dirais, une armée des jeunes soldats, de jeunes décideurs de l'armée, un peu vierges, à l'instar d'autres, etc., moins endoctrinés, moins idéologisés que leurs prédécesseurs, etc. Et ça aussi, ça donne... Et puis,
aussi, ce sont des aspirations à, disons, à se libérer de l'emprise de la France-Afrique, du franc CFA, etc., que j'essaie de développer, etc., mais surtout de cette mainmise, de cette arrogance de l'Occident, alors que le monde a changé et l'Occident a du mal à faire son mea culpa par rapport aux préjudices. Et là, je donne un exemple très simple qui illustre ça. Au pays des Sahel, comment se fait-il que des pays comme le Burkina Faso, comme le Niger, des pays qui sont de grands producteurs de choses, enfin, de minerais fortement stratégiques, l'or, l'uranium, etc., et qui sont comptés par les pays les moins avancés. Comment? Et même quand on circule dans la capitale, dans les villes de ces pays, on est étonné de l'état de dégradation avancée, même d'infrastructures tout à fait lamentables quand elles existent. Mais la plupart du temps, ils n'existent pas. Donc ça, c'est une situation anormale et on ne peut pas. Et aujourd'hui, l'exploitation de ces mines, etc., ont été l'objet de contrats qui restent jusqu'à présent non publics. On ne peut pas savoir quelles sont les clauses de ces contrats qui lient ces pays, etc. Alors c'est des pays qui vivent la misère. Et ça, cette situation est intenable de la part même. Et on n'a même pas besoin de extérieur ou de critique extérieure. Mais la réalité parle la réalité est têtue, elle est là, etc. Et cette situation ne peut pas aller de l'avant. Alors, par rapport à cela, le Maroc s'est montré ces dernières années tout à fait entreprenant à l'égard de la promotion du panafricanisme. Quand le roi du Maroc parle de l'Afrique aux Africains, l'Afrique doit profiter à l'Afrique, etc., il va dans ce sens-là. Et la coopération sud-sud. La coopération sud-sud, la présence de beaucoup d'entreprises, etc. Et le Maroc, ce qui est nouveau, il montre que il entre dans une opération, à l'instar des Chinois par exemple et autres, dans une opération win-win, contrairement au mode opératoire de coopération qui prédominait jusqu'à récemment. Aujourd'hui, le Maroc, etc., montre une autre manière disons, de coopérer, de nouer partenariat avec ces pays africains. Bien sûr, beaucoup de chemin reste à faire au niveau des moyens, les moyens, etc. Quoique le Maroc reste le deuxième investisseur. Bien sûr, quand on parle de deuxième investisseur africain, bien sûr, par rapport à l'Afrique du Sud. Mais par rapport aux autres pays, force est de constater que l'essentiel d'investissement vient d'ailleurs. Mais ce qui est aussi nouveau, que j'essaie de démontrer dans ce travail, c'est la présence chinoise. Une présence au départ qui a été très douce, qui s'est faite d'une manière progressive, etc., sans faire de vagues, etc. D'autant plus qu'à un certain moment, les années 80-90, l'Afrique a été considérée par l'Occident comme sa chasse gardée, comme un acquis irréversible. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui et que la Chine montre qu'il y a d'autres moyens de coopérer. Loin de moi l'idée que la Chine fait de la philanthropie et que, d'ailleurs, la Chine, je le dis, ne peut être le deus ex machina de l'Afrique, c'est-à-dire le sauveur de l'Afrique, qu'à partir du moment où l'Afrique, effectivement, renforce son bargaining power, son pouvoir de négociation. Et pour cela, on se dirige nécessairement vers un porte-parole unique, collectif peut-être de l'Afrique, et c'est la voie du salut. Il n'y a pas d'autre chose. L'Afrique très riche. Donc non seulement le Maroc, d'après ce que vous dites, a conscience de cette dynamique d'émancipation de l'Afrique portée par cette nouvelle génération, mais en plus le Maroc en est un acteur principal, du moins dans la région de l'Afrique de l'Ouest et dans la région de l'Afrique francophone, parce que comme vous le rappelez, Sa Majesté le Roi, à travers différents discours, mais également une pluralité de visites de pays africains et de partenariats signés, entend participer à cette dynamique-là, en offrant de nouveaux schémas de collaboration économique, comme vous avez dit, win-win, sud-sud, basés sur des rapports non pas d'exploitation
et de vampirisation comme imposée par les puissances occidentales, mais de co-développement entre les pays africains. Maintenant, il y a le deuxième volet, parce que malheureusement, on est limité par le temps, on ne peut pas explorer chacun dépend de votre livre, et puis il faut que les gens lisent votre livre, et pas uniquement se contentent d'écouter. Il y a l'autre option stratégique. Alors il y a la profondeur continentale africaine, le Maroc commence à renouer depuis déjà des années, et c'est tant mieux. L'autre option stratégique, c'est l'Eurasie, et notamment au niveau intellectuel, l'eurasisme que vous développez dans votre livre à travers ces différentes phases, et vous évoquez des points communs entre nous, Marocains, et la dimension culturelle du continent eurasiatique, c'est-à-dire une centralité de la religion, mais pas sous la forme d'un intégrisme, etc. Au contraire, dans une forme de laïcité très particulière, c'est-à-dire qui permet à toutes les religions de fonder une identité commune. Mais n'y a-t-il pas également des points de divergence, notamment la géographie qui ne demeure pas du tout démocratique, puisqu'on est loin de l'Eurasie. Donc que pensez-vous de cette option stratégique pour le Maroc? Moi, je crois qu'on a intérêt, en tant que, disons, que personne travaillant dans le monde de la réflexion, on a intérêt à s'intéresser à cette approche eurasiatique qui fait beaucoup de vagues aujourd'hui et qui commence, depuis déjà quelque temps, à à connaître une popularité au niveau académique partout, à travers le monde. On commence à s'intéresser à cette production intellectuelle, à ce schème de pensée eurasiatique qui ouvre des perspectives et qui montre qu'il y a effectivement un autre rapport à la fois à la tradition, à la fois à l'autre, à la fois à soi-même, etc. C'est une idéologie disons, intégrative, d'intégration, d'inclusion des différents courants, des différentes sensibilités religieuses et autres, etc., avec une matrice principale, c'est la matrice de la famille. Et je crois savoir aujourd'hui que c'est là, si on a, et j'essaie de le démontrer, si on a une alternative aux valeurs proposées par l'Occident, c'est bel et bien l'eurasianisme. L'eurasianisme en tant que vénération de la famille, mais dans le sens critique, c'est-à-dire dans le sens du respect de l'ordre, etc., et aussi d'une certaine remise en cause d'un certain nombre de choses. Mais en tout état de cause, ce n'est nullement une idéologie d'exclusion et d'omnipotence. Ça, c'est le premier point. Là, en vous entendant, on dirait que vous parlez du Maroc, parce qu'on est oui. en plein réforme de la Modouana, en rappelant à chaque fois qu'il y a des constantes historiques et anthropologiques propres à l'identité marocaine, mais qui n'empêchent pas de penser de manière critique un certain nombre d'éléments et de les réformer et de les changer. Donc effectivement, il y a des points communs, donc, dont la centralité de la famille. Oui. La centralité de la famille, l'ordre, le respect, disons, cette ouverture. Moi, il me semble quand on lit un petit peu cette approche eurasiatique, je m'y retrouve personnellement, je m'y retrouve parce que effectivement, à la fois, mais dans ce eurasiatisme, on parle de la religion musulmane, de l'islam en tant que composante nodale de cette culture slave, euro-slavique, etc., qui a évolué dans le temps, mais qui reste. Et c'est ça la force. Et justement, aujourd'hui, cette idéologie est dans le viseur de l'Occident, parce qu'effectivement, elle est portée par Poutine. Et ce qui se passe aujourd'hui, la mobilisation de toutes les forces occidentales contre la Russie s'explique en grande partie par cette idéologie qui commence à frayer son chemin et qui commence à avoir l'adhésion d'un grand nombre. Et ça dérange parce que c'est une véritable alternative au même niveau où, toutes choses étant égales par ailleurs, par rapport au confucianisme aussi. La Chine aussi offre quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau aussi, que la Chine, pour la première fois, se met devant les problèmes et essaye de les traiter différemment par rapport à son comportement ancestral. On sait par exemple, pour prendre le cas chinois, si on peut passer à cela, la Chine
au-delà de la période maoïste, c'est-à-dire la période jusqu'aux années 70, Mao Tse-tung qui avait une politique de l'enfant unique, de la, disons, de compter sur ses propres forces, etc., etc. Après, juste après la politique, avant l'avènement de Xi Jinping en 2013-2012, c'est quoi? C'était la Chine avait quatre objectifs. Un, la maîtrise démographique. Bon, on a presque supprimé l'enfant unique, etc. Mais parce que la démographie aussi, la Chine commence à avoir des problèmes démographiques aussi. La souveraineté alimentaire, une souveraineté de défense, pas une armée, mais la Chine n'a jamais voulu conquérir, juste se défendre. Que les moyens de garantir sa souveraineté, rattrapage technologique, industriel. Et l'ouverture sur le reste du monde progressivement. Maintenant, avec Xi Jinping, ce qui est nouveau, pour la première fois, la Chine annonce urbi orbi vouloir être, sinon le leader, du moins un des leaders du monde au terme du centenaire de la révolution de Mao Tse-tung 2049. On veut, effectivement, la Chine veut, aspire, mobilise les moyens de devenir un acteur international important. Et ça aussi gêne l'Occident. Bien sûr, la Chine a des contraintes par rapport à la désoccidentalisation parce qu'il en tire profit de cette ouverture. D'ailleurs, son adhésion a été facilitée par les États-Unis en 2001. Et la Chine, on a toujours... Mais l'Occident, bien sûr, les think tanks américains ont tiré la sonnette d'alarme dès les années 1990 pour dire attention, la Chine, oui, l'atelier du monde, mais on ne sait pas, la Chine n'a jamais véritablement étalé sur la place publique ses atouts et ses contraintes, etc. Maintenant, la Chine concurrence les États-Unis sur les technologies de pointe. D'ailleurs, dans ce livre, je signale que les deux pays qui ont une véritable souveraineté numérique, c'est les États-Unis et la Chine. Et tout le reste, à la fois l'Europe, les pays africains, etc., tout le monde vit sous la même, disons, avec un statut identique. Donc, il n'y a plus, je dis qu'il n'y a plus de complexe de l'Afrique par rapport à l'Europe maintenant, puisque hier, c'était l'industrialisation. Bon, dans le cadre de la division internationale du travail, il y a des pays industrialisés, d'autres pays non industrialisés. C'est ce qui fait la différence. Mais maintenant, par rapport au numérique, l'Europe est aussi dépendante que l'Afrique. La Chine a son propre Facebook, son propre WhatsApp, etc., alors que les deux pays, etc. Donc, il y a aujourd'hui un changement au niveau de la configuration du monde à ce niveau-là, et il faut en prendre conscience pour aller de l'avant. Il faut pas, c'est ça un peu un des messages, s'il y a un message de ce livre, c'est un peu montrer effectivement qu'il est temps de dépasser un complexe, un complexe d'infériorité des pays africains ou du reste du monde par rapport à un Occident qui bat de l'aile, effectivement. Je ne dis pas que le périclitement de cet Occident, c'est pour demain, parce que les changements, les civilisations s'inscrivent dans la durée. Il faut une temporalité très grande. Mais il n'en demeure pas moins que quand on prend conscience, et on va dans ce sens-là. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport à tout cela, c'est qu'il y a une alternative. Et je dis que, je ne suis pas le seul, si le 19e siècle était le siècle de l'Europe et de l'Angleterre essentiellement, le 20e siècle, le siècle des États-Unis, il y a de fortes probabilités pour que le 21e siècle soit le siècle de l'Asie. Et autant un peu aller dans ce sens-là pour un petit peu essayer de tirer profit et précipiter, parce que l'histoire nous a montré qu'il y a possibilité de raccourci historique, ce qu'on appelle le raccourci historique, c'est-à-dire on peut précipiter si on a conscience des grands trains de l'histoire pour aller de l'avant et mobiliser les moyens pour atteindre les objectifs à viser. Donc globalement, pour des pays comme le Maroc, aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité, puisqu'en termes d'options stratégiques, il n'y a plus ce qu'on a appelé le moment unipolaire avec une hégémonie occidentale, mais aujourd'hui, il y a des arbitrages qui ont été rendus possibles, en tout cas avec l'Eurasie, la Russie, la Chine, l'Amérique latine, l'Afrique, le Brésil, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie également des options stratégiques intéressantes.
Mais même intellectuellement, ce que vous décrivez, c'est que pour entamer une désoccidentalisation efficace et effective, on a aujourd'hui des matrices idéologiques, il ne s'agit pas de copier ou d'importer, mais de s'en inspirer en tant que méthode et approche pour forger la nôtre, qui s'inscrit également dans un schéma cohérent d'émancipation. Maintenant, il y a le troisième topos ou le troisième lieu de projection pour le Maroc. Là, on est à une échelle plus régionale, on est passé du monde, du continent. Maintenant, c'est la Méditerranée. Alors la Méditerranée est un peu le parent pauvre de toute cette épopée occidentale que vous avez évoquée, avec le déplacement du centre de gravité vers l'Atlantique, avec la découverte des Amériques, etc. Mais depuis quelque temps, on commence à reparler de plus en plus souvent de la Méditerranée, notamment de la donne énergétique, les ressources géologiques en offshore par rapport au gaz, par rapport au pétrole. Qu'en est-il du positionnement du Maroc par rapport à la Méditerranée et doit-il renouer avec la Méditerranée? Parce qu'on a une histoire avec la Méditerranée. Renouer, je ne dirais pas ça, parce que qu'on le veut ou non, il y a la contrainte géographique. On ne peut pas, s'il y a une donnée qu'on ne peut changer, c'est bel et bien la géographie. Tout à fait, on n'a jamais vu un pays déménager. Oui, exactement. Et même lorsque l'Occident a essayé de nous inhiber, il a parlé de Sud. Sachant que si on est du Sud, on ne peut pas aspirer à devenir du Nord. Donc cette appellation essentialiste immuable à caractère géographique, d'ailleurs Yves Lacoste, un des grands géographes, parlait de la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et la géographie a toujours servi les états-majors, la géographie de la colonisation, des colonies, etc. Mais pour la Méditerranée, effectivement, alors par rapport à la Méditerranée, il y a un certain nombre aussi de phases à rappeler. Durant la guerre froide, la Méditerranée était la variable d'ajustement oubliée. Bon, pourquoi? Parce que la fracture essentielle était entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et le reste ne présentait pas d'intérêt. Et puis après l'effondrement du rideau de fer, cette fracture s'est déplacée, devenue horizontale. C'est la Méditerranée du Nord et la Méditerranée du Sud. Alors à ce niveau-là, l'Europe, au lendemain de cet effondrement, de l'implosion du monde soviétique, a fait une proposition aux pays du Sud dans le cadre de ce qu'on appelle le partenariat Euromed en 1995, proposant un cadre holistique avec des volets culturels, économiques, financiers, etc., etc. Et à l'époque, le rapprochement entre les Palestiniens et les Israéliens c'était la rencontre de Madrid 1991, Oslo 1993. Donc il y avait une lueur d'espoir de voir enfin le bout du tunnel d'un conflit qui n'a fait que trop durer. Et puis cette proposition de 95 était là, etc. Mais avec bien sûr le cheval de bataille dans le cadre de ce partenariat, c'est la conditionnalité. Bien sûr, la conditionnalité, c'est quoi? C'est qu'on dit, bon, on va aider, etc., au rapprochement, parce que à l'époque, c'était Prodi, le chef de la Commission européenne, qui parlait de la nécessité d'entourer l'Europe d'un cercle d'amis, a ring of friends, etc. Donc, il fallait revoir jeter les bases de ce qu'ils ont appelé une zone de prospérité et de richesse partagée, etc. Il y a toujours un discours un peu ludique, un peu édulcoré, bon, etc. Mais bref, il y a tout un narratif qui n'a pas changé, etc. Et on a voulu, etc., rapprocher, mais pas rapprocher dans le sens où le Sud devient moins délétère, moins menaçant. Parce que le sud, enfin la partie sud de la Méditerranée, vu l'écart de niveau de développement, commençait à être une menace par rapport à la prospérité européenne. Donc il fallait, non pas renvoyer l'ascenseur, mais il fallait faire en sorte de faire croire, etc. Mais avec toujours cette idée de la conditionnalité. Si vous faites ça, on fait ce qu'on appelle more for more. More for more, c'est-à-dire si vous faites ça, on vous aide, etc. Mais tout cela, quand on voit un petit peu le volume d'aide alloué aux pays du Sud par rapport au volume d'aide alloué aux pays de l'Est,
la différence est de 1 à 10. Donc, les pays du Sud ont vite compris, les pays de la rive sud ont vite compris que c'est un rapport, c'est une coopération, un partenariat qui bat de l'aile et qui ne peut pas aller très loin. D'autant plus que quand on voit le volume d'investissement européen par rapport aux pays de la rive sud de la Méditerranée, ça reste 2 à 3% par rapport au volume d'investissement de par le monde. Donc la chose, le résultat n'est pas celui-là. Alors, par rapport à cette évolution, la Méditerranée, à un moment donné, quand on a vu un petit peu l'ascension des pays, de l'Asie, il y a eu déplacement du centre de gravité de la Méditerranée vers l'océan Pacifique, les États-Unis, l'Europe a toujours suivi les États-Unis. De toute façon, il n'y a pas d'autonomie de l'Europe. L'Europe a érigé la politique des pivots. Et dorénavant, du coup, la Méditerranée et l'Afrique en général a été à un moment ou un autre négligée, en dehors des radars. Ce qui fait, ça a laissé libre cours, ça a laissé le champ libre à la Chine, en partie à l'Inde, au Brésil, à la Turquie, etc., d'investir, parce que la nature a horreur du vide. Donc la Chine a commencé, etc., jusqu'au moment où on s'est rendu compte que la Chine est là et qu'elle commence à menacer les intérêts des pays occidentaux, y compris ceux des Américains. C'est là où il y a le retour du bâton et on commence à s'intéresser à l'Afrique, mais c'est un peu trop tard, parce que entre-temps, la Chine a construit le quartier général en Éthiopie de l'Union africaine. La Chine a participé à la construction des routes, des ports, des aéroports, des bâtiments, etc. C'est extraordinaire, etc. Et du coup, on commence à se rendre compte que, effectivement, la Chine est un partenaire auquel on peut accorder une certaine crédibilité. Par rapport à la Méditerranée, le Maroc, à l'instar de l'Algérie et de la Tunisie, se sont précipités au portillon de la Chine pour demander à s'insérer dans la route de soie. La route Tout à fait, de la soie. parce que je rappelle qu'il y a deux itinéraires pour la route de la soie. Il y a l'itinéraire terrestre qui traverse toute l'Eurasie pour relier l'Europe du nord à la Chine et qui, par un effet d'entraînement, profite à tous les pays de transit. Mais il y a également une version maritime de la route de la soie et qui débouche sur la Méditerranée. Et le Maroc, d'ailleurs, a signé un partenariat, notamment pour adhérer à cette route maritime de la soie. Oui, effectivement, et le Maroc, disons, exprime fortement sa volonté de tirer parti. La route de la soie, c'est à la fois tout. C'est même, il y a un côté aussi, disons, technologique, c'est-à-dire que la route de la soie, aussi le terrestre, l'aérien, le maritime, mais aussi tout ce qui tourne autour des câbles, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment la Méditerranée du Nord a dialogué avec la proposition chinoise. Notamment l'Italie, qui était très enthousiaste par adhérer. Même la France, l'Allemagne, tout le monde a trouvé ça extraordinaire à un moment donné, jusqu'à l'instant où les États-Unis ont tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, si vous continuez, vous risquez d'être phagocyté par la Chine, etc. D'où la politique de Global Gateway. Global Gateway, c'est quoi? C'est un contre-projet de la route de la soie, contre-projet, disons... de grand espace de libre-échange transatlantique. Oui, transatlantique, européen, auquel on a consacré 300 milliards de dollars pour un peu éviter cette mainmise, ou ce qu'ils appellent mainmise de la Chine, etc., etc. Et la Chine a obligé l'Europe à revoir sa copie par rapport à cette coopération. Mais d'ailleurs, le Maroc pourra-t-il jouer sur les deux tableaux? C'est-à-dire en même temps la route de la soie dans sa version maritime et en même temps le rapprochement avec l'Atlantique, notamment par l'adhésion à des accords de libre-échange transcontinentaux? Je crois que le Maroc a fait le choix de la diversité, et tant mieux. Oui. Et je crois qu'on comprend maintenant de plus en plus, les États-Unis, l'Europe sont en train de comprendre que le Maroc, c'est une cellule réfractaire par rapport au mainstreaming, à ces injonctions
de la part de l'Occident, c'est tant mieux. Et le Maroc On a aussi, vu avec l'Allemagne, le bras de fer avec l'Espagne, avec la France jusqu'à avec la présent. France, Tout à fait. exactement. Et ça continue jusqu'à un certain point avec la France, etc. Le Maroc a l'avantage d'être très clair dans sa diplomatie. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, le Maroc est en train de réaliser des prouesses fantastiques au niveau même de l'Europe pour amener un certain nombre de pays à revoir leur position à Tout à l'égard fait. de la principale cause nationale du Maroc, en l'occurrence sans Sahara. Donc il y a, et puis le Maroc aussi a une grande crédibilité à l'égard à la fois de la Russie, on le voit dans nos conseils de sécurité, à l'égard de la Chine, etc. Donc, à l'égard de la Turquie aussi, etc. Donc, il y a aujourd'hui, il y a une clarté, une ligne de conduite, etc., etc. Encore faut-il que le Maroc renforce son front intérieur pour pouvoir renforcer Donc là, c'est le développement économique, le rattrapage exactement, technologique et industriel. oui, et l'État social va dans ce Tout à sens-là. fait. Et un pays qui a une base solide intérieure ne peut que défendre et bien défendre ses causes à l'international. Fouad Ammar, merci infiniment. On aurait pu encore rester pendant des heures à échanger, mais il faut quand même laisser un peu au lecteur de quoi lire dans le livre. Donc je rappelle que vous venez de publier récemment un livre intitulé Va-t-on vers la désoccidentalisation et la fin du néocolonialisme, publié chez les éditions Afrique-Orient et que vous pouvez trouver dans quasiment toutes les librairies au Maroc. Donc, est-ce que vous voulez conclure par rapport au livre? Donc, quelle est votre recommandation centrale? Quelle est la finalité de ce livre? Voilà, la finalité de ce livre, c'est à la fois un rappel des choses qui se passent dans le monde, mais aussi un livre qui incite ou qui encourage à une meilleure implication dans les enjeux à l'échelle à la fois locale et internationale. Merci, Sir Rachid, pour Encore cette une fois, rencontre. merci infiniment Merci. d'avoir accepté notre invitation et d'avoir Plaisir. apporté tous ces éclairages. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne comme d'habitude rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.